Il arrive parfois des situations incroyables qu'on n'aurait jamais imaginé voir un jour. Et pourtant, la vie est ainsi faite, pleine de surprises, mais pas nécessairement bonne à chaque fois. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps encore sur la chaîne, on avait traité du cas de Prometheus. Une véritable démonstration de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand Papy Ridley se lance dans ses caprices, on va effectivement pas lui dire non. Après tout, il est déjà assez sénile comme ça, on va pas lui faire davantage péter un plomb. Même si bon, on aurait peut-être préféré qu'il jette son dévolu sur autre chose que la saga Alien. Et donc, bah ouais, il a fallu qu'il en fasse une suite. Une suite qui sonnera un petit peu la mort de la franchise par la main même de celui qui l'a initié au cinéma. Franchement, merci Ridley. Ceci étant, c'était peut-être mieux ainsi. On n'a pas forcément envie de voir le xénomorphe faire l'objet d'une saga à la Fast and Furious. Mais en fait, non. Il est arrivé à la saga une chose, peut-être la pire qui puisse arriver, finir entre les mains de Disney. Mais attention, je parle du Mickey des années 2020. On se doutait bien qu'on allait finalement en rebouffer, et bah ouais, c'est le cas. Notamment avec Alien Romulus. Mais là n'est pas tant la question, même si oui, d'un film aux prétentions esthétiques nobles, le recul amène inexorablement à un constat évident, c'est que oui, il risque de finir dans la rubrique du bousoscope. Mais l'arrivée de ce film a amené surtout à quelque chose d'inédit sur les réseaux sociaux, une tentative de réhabilitation des derniers opus de Ridley Scott par une catégorie de cinéphiles autoproclamés qui prétendent que si on n'a pas aimé Prometheus et Alien Covenant, c'est qu'on est peut-être un peu trop bête pour ne pas en avoir perçu la finesse. Et notamment la finesse d'écriture des personnages. Bon, je crois que pour Prometheus, on est un petit peu fixé sur cette chaîne. Mais pour Alien Covenant, bah ouais. Et si j'avais été dans l'erreur de jugement total avec ce film? Après tout, je l'ai vu qu'une seule fois. Donc je me dis, c'est une mission pour moi, de vérifier tout ça. Encore que bon, faut que j'en ai envie de me le réinfliger. Mais bon, on n'est plus à ça près désormais. Et donc, sans plus attendre, voyons ce que donne Covenant. Alors, on va pas revenir effectivement sur Prometheus, la vidéo reste dispo et le lien est d'ailleurs dans la description si vous le souhaitez. Juste qu'effectivement, Papy s'était clairement étouffé avec son propre concept, et que la question principale était pourtant de savoir s'il allait enfin par la suite répondre aux diverses interrogations qu'il avait lui-même posées. Eh bien là, sachez qu'il a décidé de faire pareil que Prometheus, à savoir s'étouffer davantage, mais en collant cette fois des aliens. Et notre film commence bien des années avant les événements de Prometheus, dans une pièce qui sent le French art de vivre à la Roche-Beaubois, donc tu sais, genre salon de 200 mètres carrés pour y mettre finalement une chaise et un piano, et puis le reste du vide de la pièce est sûrement prévu, je sais pas moi, pour que le propriétaire des lieux s'adonne à sa passion pour la danse contemporaine en tutu, Bref, là on y découvre justement que le dit proprio c'est Peter Weyland, mais effectivement beaucoup plus jeune que dans Prometheus, entendre par là qu'il n'a pas de la peau de scrotum sur la tronche, et que effectivement il se tient normalement droit. Donc un Peter Weyland qui contemple sa dernière création, à savoir C3PO, qu'on avait nous aussi découvert dans Prometheus, et à qui il va soumettre donc quelques tests moraux du genre... En tant qu'androïde, qu'est-ce que tu ferais avec l'habitat du Dul? Mais tout ça, c'est surtout pour amener logiquement aux raisons qui pousseront par la suite Weyland à faire ce que l'on a découvert dans Prometheus, à savoir que... Je refuse de croire que l'humanité serait le sous-produit de je ne sais quel assemblage moléculaire. Alors, ok, en gros, t'es le patron d'une société basée principalement sur la science, était en train de remettre en question des siècles de théorie de l'évolution, donc quand même la base même de ton domaine, et ça juste parce que, parce que oui, ça arrange le scénariste. Ah, ça commence fort, dites-moi. Non mais vous imaginez si en fait il avait découvert que naturellement, oui, on est le fruit de l'évolution et pas d'une théorie loufoque de création de la part d'entités pseudo-divines? Eh oui, on n'aurait pas eu Prometheus ni ce film. Ça aurait été dommage, hein? De cette discussion, C3PO en sort une déduction pas piquée des hannetons, à savoir... Vous mourrez, et moi pas. Et donc de ce propos en découlera par la suite que cet androïde sera celui en qui Weyland fera le plus confiance des années plus tard.
Eh bah putain, ça promet quand tu vois le résultat. Bref, bien des décennies plus tard, donc en 2104, soit donc presque 10 piges après les événements tragiques de Prometheus, un vaisseau, baptisé le Covenant, opère un voyage spatial vers Aurigae 6, donc une planète à coloniser, parce que bah oui, hein, c'est ce qu'on aime un petit peu, nous autres les humains, coloniser. Donc vaisseau avec à son bord 2000 Pékins, plein de fœtus et un équipage de 15 personnes. Alors retenez bien ça, parce que effectivement le nombre sera encore une fois important à étudier. Bah oui, surtout après Prometheus et ses membres de l'équipage qui disparaissaient dans des trous noirs du scénario. Hein. Bref, à son bord, il y a aussi lui, donc qui compte parmi l'équipage, donc une version plus moderne et donc meilleure de C3PO, qu'on appellera tout naturellement C3.5, qui veille évidemment au grain avec Mother, à savoir l'intelligence artificielle du vaisseau. Et là, nos machines pensantes vont procéder à une opération de déploiement de panneaux solaires pour refaire le plein du vaisseau, dont l'autonomie laisserait à penser que on n'est pas sur des batteries Tesla. Hein. Donc oui, dans la saga Alien, avant ils avaient des vaisseaux dotés de systèmes qui s'auto-alimentaient pour pouvoir parcourir des millions de kilomètres à travers l'espace. Hein. Mais là, non, ce vaisseau, il peut pas parce qu'en fait le film en a besoin pour la suite. Donc on déploie les panneaux pour refaire le plein, quand soudain... Je détecte une éruption de neutrinos dans le secteur 106. L'événement pourrait causer une destruction importante. Alors en soi, c'est pas spécialement grave, puisque, pour précision, les neutrinos, à la base, ce sont des particules solaires non chargées, d'où leur nom, de neutrinos, et donc des particules qui ont logiquement quasiment aucun impact physique ou matériel. D'ailleurs, on les considère comme des particules fantômes. Donc, le vaisseau ne craint rien en soi. Mais on est dans Alien Covenant, hein, donc digne successeur de Prometheus. Tractez les voiles de recharge. Mettez les réserves d'énergie à disposition. Donc le vaisseau, en plus de se faire balloter dans tous les sens parce que les concepts de gravité et de vide spatial, tout ça, hein, encore une fois, c'est très surfait, et bien donc finit dans un sale état, après avoir essuyé notamment une tempête d'incohérences sonaristiques, voilà tout. Bref, les capsules de cryo-sommeil en prennent évidemment un coup. Oui, parce que c'est tellement logique, à bord d'un vaisseau voué à des risques de crash, de suspendre les cabines, hein, comme des jambons dans une cave espagnole. Hein. Enfin bref, des dégâts qui amènent à quelques morts, parmi notamment les colons, et des réparations nécessaires des panneaux solaires. L'équipage est donc réveillé en urgence, sauf que le commandant de bord, il a moins de chance que les autres, puisque son réveil matin prend feu à l'intérieur de sa cabine, hein, sûrement parce qu'il fonctionnait au méthane. J'ai pas plus d'explication de pourquoi ça lui arrive à lui et pas aux autres. Hein. Ah mais si. En fait, c'est parce que, initialement, le commandant de bord est joué par James Franco, donc un acteur qui, à cette époque, faisait un petit peu l'objet d'une mauvaise réputation, liée notamment à des actes de harcèlement dont en fait, fallait bien le mettre un petit peu sur la touche. Hein. Voilà. Bref, adieu James. Manque de peau, comme il a trop cuit, effectivement, l'équipage peut même pas le bouffer. Et puis ce sera un petit peu pas du plus bel effet de faire ça, notamment sous les yeux de sa gonzesse, qu'on vient de réveiller et qui est évidemment sous le choc pendant au moins 30 secondes. Hein. Mais l'important, c'est surtout de prendre les bonnes décisions, notamment dans un moment de détresse pareil, hein. Entre l'incident et l'autre qui pue le griller. Et c'est donc tout naturellement Jean Guimauve, hein, qui prend la tête des opérations, donc un homme dont le nom indique à lui seul l'aplomb dont il peut faire preuve, hein, et qui veut déjà savoir effectivement ce qui s'est passé, pour mieux l'anticiper. On ne peut pas détecter les éruptions stellaires spontanées avant qu'il ne soit trop tard. Mais Jean Guimauve, lui, il veut absolument rien savoir de tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que on puisse quand même l'anticiper. Voilà, anticiper un phénomène imprévisible. Oui. Il commence fort, lui. Bon, pour sa gouverne, je le rappelle, ils ont quand même été frappés de plein fouet par du rien. Mais bon, enfin non, pas par du rien, par la bêtise du scénariste. Par ailleurs, il précise ceci. L'intégrité structurelle du vaisseau est stable. Mais nous avons beaucoup de systèmes secondaires qui sont hors service. Ce qui implique de devoir réparer au plus vite les panneaux. Alors, si tu as assez d'énergie pour les systèmes principaux, t'en as très logiquement aussi assez pour les secondaires. Puisque
je le rappelle, tes panneaux, en fait, ça les alimente pas, tes systèmes, ça les recharge. Ça n'a pas de sens, ton délire. Ça va vraiment être long. Bref, si l'équipage est plutôt d'avis de s'occuper des cadavres, Jean Guimauve, lui, non, il veut pas, parce que... On ne fait pas ces réparations. On va perdre toute la colonie. Mais genre, tu vas pas me faire croire que vous décidez dans votre voyage de refaire le plein d'énergie solaire qu'une fois que les batteries sont vides à 99,99%. Ça peut pas attendre 1 heure le temps d'évacuer dans le vide spatial les corps qui sont en train de pourrir. Bref, le fait de ne pas aller dans son sens complexe davantage, le pauvre Jean Guimauve, et le conforte davantage également dans l'idée que qu'il en impose autant qu'une limace qui est en train de baigner dans de l'eau de mer, et il est obligé de se fâcher tout rouge. Mais c'est moi que je commande. Mais en vrai, Jean Guimauve, il est deg parce que dans son dos, l'équipage, en fait, il préfère inhumer James Franco. Et puis, parce que en même temps, c'est vrai, l'odeur de cramé et tout, ça va 5 minutes. Ce qui fait que, oui, Jean Guimauve n'est pas content. Suite à cela, oui, il est temps de réparer les panneaux solaires, donc une séquence spatiale palpitante, vous allez voir, où on te soumet à un suspense insoutenable de savoir s'ils vont parvenir à régler le problème et s'ils vont tous survivre. Alors que on a déjà fait disparaître James Franco dans un truc vachement hasardeux, on va pas en plus sacrifier inutilement des personnages via des trucs complètement cons dont on se fout, quand en plus faut quand même garder la viande sacrificielle pour les aliens qui nous avaient un petit peu été vendus durant la promo du film. Donc non, le problème est vite réglé et l'alimentation revient instantanément. Mais je leur dis, c'est des panneaux de recharge. Tu recharges des batteries, t'alimentes pas. Bref. Et donc on passe à autre chose. Alors quid des 47 colons morts? Parce que oui, il y a 47 colons qui sont quand même morts dans leur capsule au final. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Sauf qu'après les réparations, Tennessee, donc le mécano de bord, reçoit une interférence dans son casque. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Jean Guimauve convie donc tout l'équipage à une réunion express pour analyser le fameux signal étrange qui proviendrait d'une planète à quelques semaines de voyage d'ici. Donc stupéfait qu'on puisse encore écouter Aya Nakamura à cette époque et plus encore sur une autre planète, ce qui laisse à penser que la vie ailleurs existerait et qu'en plus elle a mauvais goût. Après une étude à distance des conditions environnementales de la planète, on découvre qu'elle dispose de toutes les conditions pour une colonisation humaine. Du coup... Peut-être qu'il faudrait en avoir le cœur net. Alors, je sais pas, mais t'as un employeur qui paye une expédition des milliards de dollars pour aller sur une planète en particulier. Et toi, finalement, tu décides que, non, mais en fait, on va aller ailleurs. Ok. Et puis c'est surtout parce que, effectivement, le film en a besoin. Enfin, c'est fabuleux de savoir que les branquignoles en charge de cartographier l'espace avec les spécificités de chaque planète pour établir des plans de colonisation sont pas foutus de détecter une planète parfaite alors qu'ils en ont détecté une autre qui est 7 années de voyage plus loin, et sur le même trajet, à savoir la planète vers laquelle le Covenant se dirige. Mais le plus fou, c'est de savoir qu'il aura fallu d'un logiciel à l'intérieur du vaisseau qui fait un calcul de 5 minutes montre en main pour analyser l'environnement d'une planète à plusieurs semaines de distance. Et retenez bien ça parce que, on va avoir l'occasion d'y revenir, croyez-moi. Bref, l'héroïne que Ridley Scott a voulu repomper sur Ripley, mais qui en a pas l'étoffe, et donc on va tout logiquement appeler Riplouf, elle aussi, et pas spécialement chaude à l'idée qu'on abandonne un projet initial de plusieurs milliards qui a pris en plus 10 ans de préparation pour suivre finalement un signal qui en plus prend la forme d'Aya Nakamura, en même temps ça se comprend. Mais Jean Guimauve, lui, il s'en fout parce que... C'est une décision rationnelle, je me base sur toutes les données disponibles. Est-ce que tu comprends? Donc une analyse de planète faite en 5 minutes et un passage de Jaja. Bref, la décision est prise. Alors au passage, refaisons un petit topo, à savoir que maintenant que James a cuit au feu de bois, désormais on a 14 membres de l'équipage. D'ailleurs, équipage dont il sera assez difficile de mémoriser les noms, hormis Tennessee, Riplouf, donc la gonzesse de James Franco, C3.5 et Jean Guimauve, puisque en plus Ridley Scott a décidé de développer les personnages dans une longue séquence de présentation de ceux-ci, mais qu'il a préféré mettre à dispo plutôt sur YouTube, et pas dans le film. Donc en gros, pour le kidam qui est pas au courant que, en fait, pour tout savoir de son film, faut suivre aussi les infos qui circulent, ça annonce déjà la médiocrité du film qui n'est
pas capable de se suffire à lui-même, quoi. Bref, petit voyage rapide dans le temps, hein, comme ça, pouf, pour nous amener aux abords de la fameuse planète mystère. Bah oui, parce que Ridley Scott a préféré nous épargner les concours de petits chevaux et les soirées moules frites à bord du vaisseau pendant les semaines qui ont suivi. Remarque, c'est quand même sympa de sympa, hein. Et là, on prépare donc un convoi voué à aller se poser sur la fameuse planète originaire du signal douteux, sachant que c'est la seule navette dont dispose le Covenant. Ah bah pour une expédition avec 2000 colons à plusieurs milliards de dollars, une navette ça fait riche, dites donc, hein. Donc si la navette venait à être détruite ou inutilisable, ça se passe comment sans se perd? Bref, passons cela et partons donc sur la planète en traversant des conditions météo désastreuses avec un cyclone de bâtards et des éclairs à la hauteur des P2 de Zeus, hein, qui amènent donc à ce que la navette parvienne effectivement à se poser, mais quand même avec des problèmes techniques à l'atterrissage. Donc c'est bien la preuve que c'est d'autant plus stupide d'avoir pondu cette expédition à l'arrache quand justement t'as pas de navette de secours. Une fois sur la terre ferme, enfin non, il se pose finalement dans la flotte parce que se poser sur le banc de cailloux à 10 mètres juste à côté, c'était trop logique, hein, vous voyez. Et là, les voilà qui sortent. Mais genre des scaphandres, pourquoi faire ? Bah non, c'est vrai, après tout, que ce soit respirable, ça suffit amplement. Je vois pas pourquoi on devrait s'embarrasser de protection contre, peut-être, je sais pas moi, des bactéries mortelles et autres virus indétectables car inconnus, hein, ou des animaux agressifs qui t'arrachent la gueule avec les doigts, hein. Là, ils vont avoir 8 km à se taper pour rejoindre la source du signal de Jaja. Eh bah oui, parce que essayer de voir s'il y avait peut-être pas plus près pour se poser, ça aurait été trop intelligent quand tu peux te balader sur une planète potentiellement inhospitalière, hein. Ah ouais, non mais c'est extraordinaire. Non mais moi je trouve ça vraiment incroyable qu'on veuille réhabiliter ce film parce que ça sous-entend forcément qu'initialement il était jugé comme pas bon, quoi. Non, c'est vrai, je vois vraiment pas ce que les gens ont à reprocher à ce film. En tout cas pour le moment, hein. Bref, là le groupe se sépare avec d'un côté Ginette et John Crétin qui partent pour faire leur analyse, hein. Ah bah étant donné que c'est difficile de savoir quel est le nom de chaque personnage dans les films, hein, je trouve ce que je peux, hein. Et pendant qu'il est parti fumer un spliff dans son coin, John Crétin marche sans faire attention sur des bulbes desquels sortent des particules noires douteuses qui... Donc visiblement une bactérie intelligente, pendant que les autres découvrent plus loin que tout un flanc de montagne a été rasé de près, hein, et plus loin c'est effectivement un vaisseau qui se révèle en être à l'origine via un crash antérieur. Donc ni une ni deux, on va jeter un œil à l'intérieur, parce que j'avoue... Je trouve que ça prend pas suffisamment de risques, hein, dans tout ça, hein. Et à l'intérieur, on a Lucien Couillon qui découvre également les fameux bulbes surprises, hein. Et comme dans cet équipage, on est un petit peu con et qu'on peut pas s'empêcher de toucher à tout, Lucien appuie dessus. Ça ressemble à des couilles. Sauf que la burne en question lui pète au nez et Lucien se retrouve avec des particules noires dans le cornet à son tour, hein. Mais alors, plus loin dans les couloirs du vaisseau, on fait une découverte qui est pas banale. Professeur Shaw. Professeur Elisabeth Shaw. Ce qui forcément interpelle quand ils se souviennent notamment de qui était Elisabeth Shaw et de savoir qu'elle se serait retrouvée à bord d'un vaisseau qui n'a finalement rien d'humain sur une planète bizarre. Mais non, comme on a vu Prometheus et qu'on a adoré, hein, n'est-ce pas? On a compris que effectivement c'est le vaisseau que Shaw avait emprunté à la fin du film pour aller à la rencontre des ingénieurs. Mais là... pourquoi est-ce qu'on commencerait à s'inquiéter d'un tel contexte, j'ai envie de dire? Bref, une fois arrivé dans la salle de contrôle du vaisseau, ça décide d'appuyer sur des boutons au hasard, hein, parce que tu comprends, c'est trop cool, hein, d'appuyer sur des trucs dont on ignore la fonction. Appuie sur le petit bouton rouge. Mais la chance fait que non, ça ne déclenche pas une bombe ou un missile ou un système d'autodestruction. Non, sinon le film serait fini et bon, ce serait tant mieux pour nous. Mais bon, comme Ridley Scott est un vicelard, il nous réserve effectivement encore beaucoup de choses. Donc non, là, le bouton, ça active un enregistrement de bord qui s'avère être... Eh ben oui, le fameux signal source détecté par le Covenant quelques semaines plus tôt. Mais alors attendez, parce que en gros là on a affaire à un enregistrement qui vient tout juste de déclencher naturellement. Donc comment jusque-là ils ont pu détecter en continu pendant des semaines un signal qui était finalement éteint?
Bah oui, et un signal qui finalement n'est pas un signal, puisque, comme je le disais, c'est juste un enregistrement de bord. Donc logiquement, ça aurait encore moins pu être détecté à une distance de plusieurs milliers de kilomètres. Réhabilitez-moi ce film! Mais du côté du premier groupe, eh ben c'est John Crétin qui se sent pas terrible. Hein. Du coup, tout le monde fait demi-tour, surtout que Lucien a pas l'air au top non plus. Hein. Donc Janine, qui était restée à la navette, se voit conviée de préparer la cellule médicale à bord en urgence, hein, le temps de leur arrivée. Et effectivement, bah oui, ça pue du coup de tout ça, parce que... Et bon appétit, bien sûr. Mais pire que tout, une fois à l'infirmerie... Du coup, Janine sort de l'infirmerie, en prenant quand même soin d'enfermer John, qui représente une menace potentielle de contamination, et Ginette, qui a du vomi de John sur le buste, hein, ce qui fâche forcément un peu Ginette. D'autant que la Janine, elle est quand même pas chiée, parce qu'elle est de l'autre côté de la porte, alors qu'elle aussi, elle a du sang potentiellement contaminé sur la tronche. Mais non, pour elle, c'est pas grave. Hein. Bref, John Crétin se met à danser comme en pleine rave party quand soudain, le monsieur se fait ouvrir le dos, mais comme si la colonne vertébrale c'était une braguette géante et... Donc oui, en sort un genre de xénomorphe, mais bien plus développé que le chestbuster d'Alien habituel, hein, qui était vraiment l'état larvaire que l'on percevait dans tous les films et qui te perçait la cage thoracique. Donc non, là, ça sort par le dos. Hein. Donc résultat de la fameuse spore qui s'est glissée dans son oreille, et en seulement 15 minutes, bah, ça t'a créé une bestiole de 30 cm de haut dans le buffet, quoi. Mais non, il n'y a aucune facilité scénaristique là-dedans, hein, sachez-le, hein, parce que, voilà. Donc bien sûr, ça affole Ginette qui, dans un élan de ridicule, se met à... Et voilà que la créature se jette sur la goule de Ginette pour lui montrer justement avec ses gros doigts où elle commence à avoir des rides sur le visage. Mais Ginette, hein, face à une créature qui fait 30 cm et que tu aurais facilité à te débarrasser en l'empoignant fort pour ensuite lui briser la nuque avant de l'acheter dans les chiottes, préfère gigoter très fort et très vite les bras, hein, dans tous les sens. Hein, c'est génial. Donc non, Ginette préfère mourir, hein, comme une idiote, merci, au revoir. Bien qu'en retard pour sauver sa copine, Janine se pointe avec un bon gros fusil à pompe des familles qui aide souvent à mettre tout le monde d'accord pour enfourrer la bestiole de plomb, mais comme personne n'a essuyé la flaque de sang par terre... Non mais c'est une comédie ce truc. L'enfer. Et après on va me dire que Ridley Scott il est pas sénile, tu sais. Ah non mais je veux bien le croire, hein. Mais bon là non effectivement, hein, il est pas sénile, il a largement dépassé ce step à mon sens. Bref, Janine sort de l'infirmerie tout de suite parce que effectivement l'ambiance lui plaît pas trop à l'intérieur, hein, en prenant soin de refermer derrière elle. Mais sauf que la bestiole elle pète la vitre, mais voilà pour s'en échapper, hein, et commence à courser la fuyarde parce que elle a pas voulu lui filer une clope sûrement. Hein. Là Janine lui balance 4 cartouches de gros calibre dans la gueule, mais non, ça va, la bestiole a rien, si ce n'est de chouiner un petit peu, hein, forcément, histoire de faire illusion, jusqu'au moment où Janine, dans un élan d'insouciance lié à la détresse, se met à tirer dans des bonbonnes de gaz du vaisseau et... Bon, au moins, comme ça, on n'a plus besoin de se soucier des réparations, quoi. Et le pire, c'est que la saloperie de bestiole a quand même réussi à sortir de l'engin à temps, quoi. Donc explosion sous les yeux médusés des autres membres, qui se pointaient eux aussi, parce que Lucien Couillon pique lui aussi sa crise, et... Donc va comprendre pourquoi cette fois la bestiole sort par la bouche, donc c'est bien, hein, la naissance des bestioles n'a plus aucune règle, hein. Enfin bon... Quand on voit en même temps ce qu'a pondu Ridley Scott avec le liquide noir dans l'épisode précédent, fallait effectivement pas s'attendre à des miracles. Mais vous inquiétez pas, avec ce film, il va faire pire. Si, c'est possible. Et donc la bestiole à peine née se barre en douce, et donc dans la détresse autant que la déprime, notre groupe se retrouve effectivement pris en tenaille par 2 monstres de 30 cm, hein, alors qu'eux, ils sont encore 6 membres vivants dans le groupe. Hein. Oui, parce qu'initialement, avec la navette, ils se sont posés
à 11. Moins John Crétin, moins Lucien Couillon, moins Janine, moins Ginette, ça fait... Eh ben oui, pour Ridley Scott, 11 moins 4, ça fait 6. C'est génial. Les deux créatures se mettent donc à attaquer dans la nuit noire. Dans la nuit noire et obscuration. C3.5, lui, va même se faire bouffer une main, tandis que les bestioles semblent insensibles aux rafales qu'elles se prennent dans la courge. Hein. Bref, vraiment c'est impossible d'en venir à bout quand soudain... Donc une fusée de détresse qui est déclenchée par un inconnu encapuchonné et qui fait donc détaler aussi sec les aliens, hein, parce que bah oui, hein, les munitions de guerre ça passe, hein, mais alors une fusée éclairante, ah non, c'est insoutenable. Suivez-moi! Ce que tout le monde va évidemment faire. Et après un peu de marche, la destination se révèle à eux, à savoir une cité totalement abandonnée, jonchée de cadavres comme calcinés par milliers dans les rues. Hein. Et donc, à l'intérieur d'un des bâtiments, l'inconnu se révèle à nos héros. Quelles étaient ces créatures? On est en sécurité ici ou pas? Absolument, oui. Ah, c'est 3PO! Ok, alors, niveau sécurité, sachant qu'il y a des portes nulle part, tu m'expliques ce qui vous protège des saloperies d'aliens qui rôdent dehors, et puis à leur dire que t'es en sécurité avec lui dans les parages, j'aime autant te dire que ça augure pas grand chose de bon, vu que l'engin il a quand même contribué à la décimation de tout l'équipage du Prometheus. Donc là, C3PO décide d'expliquer un petit peu la raison de sa présence, donc comme quoi il est arrivé sur la planète il y a 10 ans avec Elizabeth Shaw. Notre vaisseau d'emprunt renfermait une arme, un virus mortel, qui s'est propagé accidentellement à l'atterrissage. Et donc accident qui aurait tué Zaza, mais pas lui, hein, parce que bah, lui c'est un truc avec plein de bouts de fil hein, dedans. Et là nos héros sont curieux de savoir ce qui a tué justement leur pote. Le pathogène était conçu pour infecter toute forme de vie non végétale, tous les animaux. Ah bon, ça n'infecte pas le végétal? Et donc les bulbes, tu nous expliques ce que c'est? C'est des animaux peut-être? Ça n'a aucun sens. Et que en gros, C3 explique que bah, le virus agit sur l'organisme, soit en les tuant directement, soit en se servant d'eux pour créer des parasites à l'intérieur de leur corps. Donc en gros, pour créer des xénomorphes. Donc déjà, à cela, tu te poses la question, au vu des milliers de cadavres qu'on a vus, notamment dans la cité, où sont les aliens qui en sont nés? Eh bien, sachez qu'ils sont tous tombés dans un trou noir du scénario. Voilà, posez pas de questions. Mais donc, sachant que le virus en question, c'est... Bah oui, en fait, le fameux virus de Prometheus, vous savez, ce fameux liquide qui a tué Holloway, mais en contrepartie a transformé Caillou en zombie, mais qui a aussi permis à un ver de terre de devenir un putain de serpent, mais aussi a permis à Zaza d'accoucher d'un poulpe, et bien là, ça peut créer des aliens directement. Voilà, c'est bien hein, la logique. Hein. Non mais Ridley Scott, c'est quand même le mec, il te pond Prometheus, il se confronte au retour de bâton selon lequel bah, finalement les gens lui expliquent que son film n'a aucun sens de la logique, et finalement pour corriger le tir, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il décide de faire encore pire. Voilà, il transgresse encore plus les règles. Bref, Jean Guimauve explique que eux, bah, en fait, ils font partie d'une colonie avec plein de monde. Hein. Une colonie? Voilà qui est extraordinaire. Bon bah entre l'idée de la scène d'intro avec Peter Weyland et ça, hein, tout en sachant que le mec il aime bien se servir des humains pour s'adonner à toutes sortes d'expériences douteuses, si avec ça t'as pas compris qu'il pue le gars par réglo, bah je sais pas ce qu'il te faut. Et l'équipage du Covenant semble pas plus serein, hein. Du coup c'est 3.5 prend les devants justement d'aller parler à C3PO pendant que le reste s'adonne à établir une communication avec le Covenant. D'ailleurs, sur le Covenant, Tennessee interroge Moser pour savoir effectivement jusqu'où ils peuvent s'approcher sur la planète sans être impactés par les turbulences liées à la tempête et donc de manière à établir peut-être une meilleure communication avec les gens au sol. Et en gros, ils peuvent pas s'approcher à moins de 80 km. Du coup... Moser, descendez-nous à 80 km des turbulences. Ah ok, et au motif de quoi? Eh bah simplement parce que il a tout à l'heure intercepté par radio des fragments de la séquence d'emmerde, hein, et qu'il est oui, il est inquiet pour sa femme, Ginette. Eh oui. Bon, par contre, il met en danger une mission à plusieurs milliards de dollars et avec 2000 colons, et ses deux équipiers d'ailleurs sont pas trop d'accord avec ça, mais c'est pas grave, hein, ils descendent quand même. Pendant ce temps, C3PO a décidé que, ce serait bien finalement de se couper les cheveux, hein. Tu sais, le truc qu'il a peut-être pas fait depuis 5 ans. D'ailleurs, pourquoi un androïde a les cheveux qui poussent, j'ai envie de dire, hein? Eh bien parce que Ridley Scott l'a décidé. Même
même si ça paraît hautement improbable et complètement stupide. Donc oui, il décide de se refaire une petite coupe, hein, parce que le film aura sûrement besoin qu'il ressemble le plus possible à C3.5, mais chut, faisons comme si on ne se doutait de rien, hein, d'accord? Et donc oui, avec un sécateur, il finit exactement avec la même coupe de cheveux que C3.5, ah mais aux cheveux près, hein. C3.5 qui lui arrive dans un bureau pour lui poser effectivement des questions, mais au final ça va se transformer en leçon de flûte. C'est cela. Non, vous n'avez pas rêvé, hein. Et là, bon, ok, c'est bien gentil, mais bon, si on veut des histoires de flûte, on préférera forcément regarder American Pie. Et une fois, au stage, je m'étais enfilé une flûte dans la Bref, au détour de quelques échanges, C3.5 explique que, effectivement, le modèle, comme C3PO, était problématique car trop calqué sur les humains et trop égocentrique, donc trop calqué effectivement sur les défauts humains. Tiens donc! Et que donc, depuis, on leur a un petit peu retiré l'aptitude, notamment à la création. Bref, au balcon, C3PO guide C3.5 dehors, en citant les passages d'Ozymandias, pour révéler la vérité sur ce qu'il a véritablement fait via un flashback. Et en fait, on découvre que lorsqu'il est arrivé sur la planète, c'est finalement lui qui a volontairement lâché le virus ici, et donc éradiquer toute vie dans les parages, hein, parce que le reste de la planète était fort probablement totalement inhabité. Voilà. Ouais, une planète entière, mais pour une population qui habite uniquement sur 50 km². C'est extraordinaire. Donc, en fait, voilà, au détour d'un flashback de 1 minute, Ridley Scott a littéralement tiré un trait sur la base même de Prometheus, à savoir les ingénieurs. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il a jamais su quoi en raconter pour pouvoir expliquer un petit peu tout ce qu'il a mis en place. C'est extraordinaire quand même. Bref, tout ça pour dire que oui, C3PO a chopé tellement le melon qu'il s'est façonné un rôle de divinité nombriliste, hein, en s'appuyant donc sur le propos d'un pauvre poème. Tout ça pour ensuite montrer la tombe où giserait effectivement la dépouille d'Elizabeth Shaw. Pendant ce temps, Justine Golemont décide finalement de s'absenter pour aller se laver un petit peu les fesses, hein, ce qui veut dire que oui, elle va mourir. Ah quoi? Non mais vous allez tout de même pas m'accuser de vous spoiler ce qui va arriver, quand même. Rien que Ridley Scott, par la médiocrité des contextualisations qu'il pose, il vous spoil. Donc là, Jean Guimauve, tout seul face à Riplouf, se doit de faire son petit mea culpa, hein. On n'aurait pas dû venir. Je pensais qu'on trouverait notre... Enfin, qu'on serait chez nous. Bah oui, contourner l'objectif d'une mission à plusieurs milliards de dollars parce que tu l'as décidé alors qu'au départ, t'étais même pas le chef de la dite mission, hein. On a perdu 5 membres de l'équipage. Ok donc, James Franco, John Crétin, Lucien Couillon, Janine et Ginette. Donc le compte est bon, hein. Ce qui veut donc dire que 15-5, il reste 10 personnes en vie, dont 3 sur le Covenant, ce qui implique tout naturellement que sur la planète, eh bien en fait ils sont 7, sauf qu'en vérité, non, ils sont 6. Donc c'est bien, entre Prometheus et ce film, Ridley Scott, il nous prouve qu'il compte aussi bien que Sébastien Delogu, quoi. Et c'est peu de temps après que, un des 2 aliens bizarres, parce que il y en a un autre, lui, il a préféré aller à l'Happy Hour, donc Alien qui a bien grandi depuis, se pointe dans la cité pour venir faire des blagues à la con, comme essayer de plonger le petit doigt dans l'eau froide de ceux qui dorment pour les faire pisser dans leur lit, hein, ou alors encore de pisser dans les lavabos, hein. Mais qui donc va devenir sa victime, hein? Ouais, oui, on se le demande. Tiens, justement, allons voir où en est Justine Golemont dans sa toilette en solo, hein, quand soudain... Oh ça alors. Non mais allez, faites style que vous vous en doutiez absolument pas, quoi. Pendant ce temps, le Covenant est descendu à 80 km de la zone qui craint du boudin, et ça par exemple, ça rétablit instantanément les communications. Mais les mecs au sol expliquent que ça pue grave du coude et qu'il y a des morts, donc forcément ils demandent un rapatriement. Et là... Il a dit, Mother, descendez-nous à 40 km de la turbulence. Ouais, mais on t'a dit qu'en descendant plus bas, c'est trop risqué. D'autant plus que descendre à 40 km plus bas, ça te rend pas plus apte à les rapatrier. Mais bon, Tennessee étant un petit peu con, décide de contourner la réglementation. La sécurité, faut rester sur Terre. Pardon, il a bien dit, si on veut la sécurité, faut rester sur Terre.
Mais mec, t'es pas le chef de la mission, t'es là pour honorer celle de 2000 colons. Tu leur as posé la question, toi, aux colons, s'ils valident de mourir parce que t'es bête à bouffer du foin? Et vous savez quoi? Là où ses équipiers étaient jusque-là pas d'accord avec lui, estimant que il divaguait et qu'il n'était pas apte à prendre des décisions rationnelles à cause du fait que sa femme était en bas en train de prendre des risques, maintenant, il valide. Ah non mais allez, réhabilitez-moi ce film, quoi. Et donc les voilà qui plongent au cœur des ennuis, pendant que Jean Guimauve s'inquiète parce que Justine Golemont, ça fait quand même genre 1 heure qu'elle est partie se doucher. Voilà quoi. Non mais elle va niquer toute l'eau chaude. D'ailleurs, c'est au même moment que C3PO arrive dans la salle de bain parce que petit cochon, il voulait la mater sous la douche, hein. Mais il découvre effectivement que l'alien, il est en train de se taper un casse-croûte avec Justine, enfin un casse-croûte de Justine plutôt. Tu veux de la moutarde avec? Ce qui attire l'alien jusqu'à C3PO, alors manque de peau, cette rencontre sera de courte durée puisque Jean Guimauve arrive et... Il a éclaté sa mère. Parce que oui, quand la bestiole faisait 30 cm, alors elle encaissait les tirs de fusil à pompe à bout portant, mais alors là, 1 ou 2 coups dans la carcasse à l'âge adulte, et hop, ça la bute aussi sec. C'est fabuleux. Donc ça rend forcément C3PO un peu furax, hein. Comment avez-vous pu? J'avais sa confiance! Bah oui, tiens, explique donc de faire confiance à une bestiole qui se fait un carpaccio d'humain, quoi. Bref, Jean Guimauve semble peu emballé par les perspectives qui se présentent avec C3PO. Tu vas me dire exactement ce qui se passe ici. Sinon, il le fume. Et donc, tout naturellement, C3PO accepte et le guide vers un lieu isolé, hein, loin de tous les autres. Vous le sentez venir, là, la grosse quenelle qui va se prendre le Jean Guimauve? Ça sent le sapin. Bref, pour ça, ils rejoignent d'abord une pièce pleine de cadavres et d'expériences biologiques dans tous les sens, hein, qui est en gros un petit peu le laboratoire de C3PO. Et donc en gros, il explique tout calmement qu'après avoir tué les habitants de la planète, il s'amuse depuis à créer, des sales bestioles, mais créer quand même, hein. Y a pas de prouesse insignifiante, hein, je suis désolé, hein. Ce qui l'a amené à concevoir des œufs que l'on connaît depuis le démarrage de la saga Alien, hein, donc les fameux œufs à facehugger. Tu as créé ces choses, David? Ouais, et toi, en tant que spectateur et potentiel fan de la saga, l'idée même de savoir que, en gros, c'est finalement un androïde humain qui a conçu la source originelle du xénomorphe, mais te fait pouffer très fort, quoi. Il y avait un truc à ne surtout pas faire. Dans l'immensité de l'espace, ne pas faire en sorte de tomber dans le piège merdique que tout dans ce monde ne soit systématiquement rattaché aux humains, que ce soit de près ou de loin. Et Ridley Scott a décidé de le faire quand même. Voilà. Merci Ridley Scott. Mais alors le truc le plus con, c'est que grosso merdo, en fait, tu découvrais que via le fameux virus, t'avais une chance soit de crever, soit de finir avec un alien dans le buffet. Et là, donc C3PO, il t'explique que en gros, via tout un tas d'expériences, finalement, son chef-d'œuvre, c'est d'avoir fait en sorte d'arriver à peu près au même résultat, mais en passant par des œufs qui doivent donner naissance à des facehuggers, pour lesquels justement derrière il faut trouver des humains qui doivent servir d'incubateurs pour donner naissance aux xénomorphes. C'est complètement débile. Bon, et puis alors, si vous vous demandez comment C3PO est parvenu à de tels résultats d'expérience dans un bâtiment qui est ni plus ni moins une grotte avec des lits en paille et juste de la lumière, arrêtez tout de suite de vous interroger, hein, d'accord? Venez. Voici ce que je voulais vous montrer. Mes réussites. Tu vas vraiment suivre un mec qui vient de te révéler avoir créé tout ça et qui a été fâché de savoir que t'as buté un monstre qui a tué ta pote. Mais comme Jean Guimauve est aussi intelligent que le reste de l'équipage, et bon, il nous l'a prouvé à maintes reprises, et qu'il est surtout Jean Guimauve, hein, il va suivre C3PO dans une cave bien sombre, hein. Il n'y a pas le moindre risque, je vous l'assure. Mais oui, bien sûr, hein, jusqu'à ce que, évidemment, à l'approche d'un des œufs, l'un d'eux s'ouvre et... Regardez donc, vous ne serez pas déçus. Et donc Jean Guimauve, forcément, face à tant de méfiance à l'égard d'un androïde qui pue la menace à plein tube, décide de...
Oh là 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 là, mon Dieu, mais c'est pas possible. Pendant ce temps, Riplouf explique à Tennessee que bah là, s'ils veulent les rejoindre, va falloir utiliser effectivement la plateforme volante de chargement du Covenant, hein, même si Tennessee doute de la manœuvre. Alors attends, là t'étais parti pour traverser une tempête avec le Covenant quitte à mettre toute la mission en péril et tuer potentiellement 2000 colons, mais t'es pas sûr pour ce plan. J'ai rarement vu des personnages aussi cons. Pourtant il y avait un sacré challenge hein, après Prometheus en termes de personnages. Hein. Dis donc Daniel, t'as réussi avec toi? Et je voudrais dire un mot à ma chérie si c'est possible. Pardon, je crois qu'on va passer dans un tunnel. Bah remarque que c'est l'excuse idéale, hein. Mais bah non, Riplouf, effectivement, Riplouf est sincère et franche, et donc elle dit la vérité. Et bah là, Tennessee pleure donc très fort pendant 30 secondes, hein, voilà. Bref, après notamment avoir découvert la tête de Justine Golemont, on comprend que ouais, il est temps de plier les Gaules, hein, pendant que la plateforme volante s'apprête à les rejoindre pour se casser au plus vite d'ici, hein, vu que ça pue la loose. Et donc quelques minutes plus tard, c'est Jean Guimauve qui se réveille avec une méchante gueule de bois quand soudain... Mais alors attention, parce que là, on s'apprête à assister à la naissance du tout premier xénomorphe, et alors là... Je vous jure que oui, vous avez bien vu ce que vous avez vu. Sur un petit air de piano, l'autre sénile, il vient de nous pondre la naissance du tout premier xénomorphe qui tend les bras vers sa mère, tu sais, à savoir C3PO. Hein, maman! Mais le pire, c'est que si on se rappelle bien, dans tous les films aliens, et en particulier le premier, et même dans les pires, je vais même citer en l'occurrence, les Aliens versus Predator. Dans tous les films jusque-là, la naissance donnait lieu à un chestbuster, donc un alien à l'état larvaire. Là, il a déjà atteint sa forme définitive, il lui manque juste qu'à grandir. Ridley Scott, mesdames et messieurs, le mec qui se rappelle même plus de ce qu'il a pondu comme règle sur le premier opus, alors que il est là à vouloir en faire d'autres épisodes. Bref, pendant ce temps, C3.5 arrive dans la chambre de C3PO et découvre... il découvre le cadavre d'Elizabeth Shaw, qu'il n'avait pas remarqué la fois précédente, hein, alors que visiblement, dans une pièce de 20 mètres carrés, ça se loupe pas. Donc non, il ne l'avait pas vu, et puis bon, il l'avait pas non plus senti, puisque de toute façon, Elizabeth Shaw, avant de mourir, hein, elle avait pris une douche, hein, donc forcément elle sentait bon, et donc logiquement, son corps ouvert comme une truite qu'on va farcir, hein, il n'y a pas de raison que ça laisse des odeurs, hein, surtout après 10 ans. Donc Elizabeth Shaw, qui visiblement a servi de cobaye à C3PO, hein, fort probablement volontaire, aux expériences du droïde fou. Et donc C3.5 comprend tout naturellement que il représente une menace pour l'humanité. Bref, là, C3PO explique que grosso merdo, selon ce que lui a décidé, l'humanité ne mérite finalement pas de vivre, même si on lui rappelle que sans cette humanité, il n'existerait pas lui non plus. Mais bon, C3PO étant un petit peu con sur les bords, préfère ne pas prendre ça en considération, hein. Donc voilà, non, c'est qu'un petit détail, hein, dans son plan de créer des monstres meurtriers, tandis qu'il se prend pour Dieu, au même titre que ceux qu'il dénonce. J'ai trouvé la perfection ici, Walter, je l'ai créé. Le parfait organisme. Bref, C3.5 semble pas spécialement convaincu par les ambitions du tas de boulons qu'il a en face de lui, mais ne voit pas la filouterie venir de son adversaire qui... Eh oui, l'éteint d'un coup de flûte. Là, Jean-Michel Neuneu et Kevin Steak Tartar arrivent au labo de C3PO, puis découvrent le corps de Jean Guimauve, quand soudain Jean-Mich se fait alpaguer par un facehugger, hein, qui traînait dans les parages. Mais comme Kevin, il est trop fort parce qu'il va à la muscu, Kevin, donc il parvient à retirer le facehugger de la tronche de son pote, hein. Oui, vous savez, le facehugger, cette même bestiole qu'on pouvait pas retirer dans Alien 1 parce que la queue serre tellement fort le coup qu'elle pourrait broyer la trachée de son porteur. Mais bon, hein, quand je vous dis que Ridley Scott a oublié de voir le premier film, hein, je pense que finalement on est loin du compte. Sauf qu'avec les gros muscles de Kevin et puis une bonne dose de n'importe quoi, Jean-Michel se fait sauver. Néanmoins, c'est pas Kevin Steak Tartar qui va pouvoir se vanter de la même chose puisque... on a le nom qu'on mérite, hein.
Et Jean-Michel décide effectivement de se barrer sans tenter de tirer sur la bestiole, bien occupée à manger son pote, hein, parce que bah, tu comprends pourquoi tuer une bestiole qui déciderait que bah, tu serais le suivant dans les plats qu'il a commandés pour son dîner. Hein. Donc non, l'alien peut bouffer tranquille, hein, comme ça Ridley Scott pourra s'en servir par la suite. Pendant ce temps, Riplouf, qui vient de tomber sur les archives glauques de C3PO, se fait toper par le droïde, qui compte bien ne pas la laisser repartir, lui promettant notamment de lui faire exactement la même chose que ce qu'il a fait à Shaw. C'est sympa, hein. Elle va avoir droit au même sort qu'une personne qu'il a beaucoup aimé, quoi. Ah ouais, mais en fait, non, c'est pas cool. Mais par chance, C3.5 arrive à la rescousse, hein. Tu étais censé être mort. Il y a eu des mises à jour depuis ton époque. Ah donc en fait, lui, quand tu l'éteins, il peut se rallumer tout seul, n'importe quand. Enfin, oui, disons plutôt quand le scénario en a besoin, uniquement. Une baston débute donc, et C3.5, de par ses mises à jour, semble avoir quand même un petit peu le dessus. Mais Ridley Scott décidera finalement de ne pas montrer l'issue du combat. Oh bah mince alors. Bah quoi, vous trouvez ça suspect, vous ? De pas nous révéler qui sera le droïde vainqueur entre un gentil et un autre qui veut éradiquer les humains et créer des monstres, et qui en plus a la même tronche, la même coiffure, tout. Bref, dans l'attente de ce suspense insoutenable, Jean-Mich et Riplouf s'enfuient, tandis que Tennessee est sur le point d'arriver. Et donc c'est à ce moment précis que C3... bah ouais, mais C3 quoi ? Eh bah tiens, ces 3 points d'interrogation justement, vu qu'on sait pas lequel c'est. Donc oui, ces 3 points d'interrogation arrivent pour s'échapper lui aussi, tandis que l'étalonne, l'alien qui avait fini de bouffer Kevin Steak Tartare, hein, et donc on monte sur la plateforme volante au plus vite. Où est David ? Il n'est plus à jour. Bah voyons. Non, parce que bon, c'est pas parce que ton C3 point d'interrogation arrive avec une main coupée que ça veut forcément dire que c'est celui de ton équipage. Auquel cas, t'as qu'à juste lui faire confirmer de te montrer sa plaie pour voir si elle semble fraîche. Je sais pas. Bah non, on va rien en faire. Bref, on se barre, mais malheureusement l'alien a décidé de monter à bord, lui aussi. Hein. Alors, tandis que Tennessee a instantanément perdu son aptitude à piloter la plateforme parce que Ridley Scott l'a décidé, afin de proposer un peu de spectacle foireux et inutile, l'alien décide, lui, de rejoindre les passagers, quitte à traverser les propulseurs à plein régime, hein, ce qui devrait logiquement le cramer, mais Ridley Scott a décidé que, non, voilà. Je vais le retirer, l'enfoiré. Réhabilitation, je vous dis. Bref, suite à plein de péripéties complètement débiles, hein, comme le fait que l'alien décide de se jeter directement dans une pince mécanique, va savoir pourquoi, alors sûrement un alien suicidaire, hein, on l'y écrabouille. Et donc fin de l'histoire. Une fois à bord du Covenant, on guérit Jean-Michel Neuneu qui avait vraiment une sale gueule, tandis que Riplouf vient réparer ces 3 points d'interrogation. Mais sans prendre soin évidemment de vérifier qui elle a en face d'elle, hein. Parce que tu comprends, il a une main en moins. Hein. Pourquoi C3PO aurait-il été se couper la main, bon, sachant que c'est un droïde, il sent rien. Donc pourquoi il aurait fait ça pour duper tout le monde? C'est vrai quoi. Donc non, elle va pas lui poser la moindre question, merci. Quelques minutes plus tard, Riplouf se fait à bouffer, et donc Ridley Scott se permet de nous proposer un instant de compassion pour l'équipage, hein, dont on se foutait puisque il n'a pas pris le temps de le présenter dans son film, donc via une photo, histoire de nous rappeler que oui, hein, ils étaient bien 15 au départ, hein, mais que en fait si on fait le bilan entre ceux qui sont morts et ceux qui ont survécu, en fait non, ils étaient 14 personnes. D'ailleurs, lui, là, hein, je le soupçonne d'être celui qui, justement, a foutu la merde dans les comptes de Ridley Scott, parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait eu un grand blond dans l'équipage. Bref, on pleure les morts, 30 secondes, hein, hélas. Attention. Commandant Daniels, présentez-vous à l'infirmerie. Et là, c'est pour apprendre qu'une forme de vie non identifiée est à bord du vaisseau. Tiens donc, ces 3 points d'interrogation ? Peut-être ? Eh bien non, car une fois sur les lieux, donc en gros, Jean-Mich a donné naissance à un alien. Donc le mec, en fait, il a eu un facehugger 5 secondes sur la tronche et ça a pondu en lui, quoi. C'est n'importe quoi. Ah. Là, avec l'aide de ces 3 points d'interrogation, il détecte la bestiole pendant que Gisèle Chaudas et Jean-Claude Brackmar décident de se prendre une douche digne du premier film de Sylvester Stallone, hein, quand soudain...
Une fois sur les lieux, Riplouf et Tennessee découvrent la scène de la douche au ketchup Amora. Et donc là, avec l'aide de ces 3 points d'interrogation, ils vont guider la bestiole via les sas jusqu'au hangar. Et alors là, c'est tellement nul. Mais alors que bon, c'est la fin pourtant, donc t'es censé offrir un climax quand même un petit peu percutant quoi. Et une fois dans le hangar, ils ouvrent le sas d'extérieur, ils évacuent donc l'affreux à l'aide d'un bon camtar dans sa gueule. Et donc fin. La fin d'un Alien la plus nulle de toute la saga, mais vraiment quoi. Bref, là tout le monde s'apprête à retourner en cryo-sommeil jusqu'à ce que Riplouf, donc une fois bien installé et enfermé dans sa capsule, découvre au détour d'une petite anecdote qu'elle avait avec C3.5 et donc qu'il était censé connaître, que non, en fait c'est pas C3.5, mais bien C3PO. Oh bah ça alors, mais on l'aurait jamais cru, jamais, Bon d'ailleurs c'est bizarre de savoir que Moser avait détecté une présence inconnue à bord de par l'alien, mais pas celle de C3PO. Non, mais sûrement du chipotage de ma part, j'imagine. Bref, c'est un peu en détresse, effectivement, que Riplouf s'apprête à être endormi, le tout sous le sourire vicelard de l'androïde qui voit en le Covenant l'opportunité de s'adonner à tout le loisir qu'il peut, Et j'imagine que ça se résume pas à mettre des camemberts au lait cru sous les oreillers des cryocabines, puisque d'ailleurs celui-ci envisage bien de rejoindre le SAS des colons. Code de sécurité David 73694-B. Ok, donc le mec, c'est un intrus, il te sort un code d'accès qui logiquement devrait pas fonctionner ici, mais ça va, Moser lui donne accès à tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et le mec, il connaît même tous les codes, même ceux pour ouvrir les compartiments des fœtus. Mais what? Et alors là, il se met à dégobiller des petits cocons, en plastoc transparent, avec des facehuggers dedans. Donc, des échantillons qu'il avait sûrement stockés depuis la planète des ingénieurs où il avait passé 10 piges, Et alors, c'est quand même bien fait, parce que la coquille, justement, de ces œufs-là, qu'il a conçu, on ne sait pas comment, vu le système de vie rudimentaire qu'il a eu pendant 10 piges, c'est exactement le même emballage que les fœtus. Même taille, tout, exactement pareil. Ah, c'est quand même bien foutu, Et donc là, oui, effectivement, on comprend que le Covenant a pas de beau jour devant lui, et fin. Voilà, à la suite de ça, je peux le dire, j'ai vu Alien Covenant 2 fois. Franchement, j'aurais pas cru ça possible. Maintenant, à vous de me dire si j'ai réussi à réhabiliter ce film mésestimé. En tout cas, j'y ai vraiment mis tous les efforts possibles pour en livrer toutes les qualités. Quoi? Qualité? Vous me croyez pas sincère? Bon ok, j'avoue que ce ne fut pas la tâche la plus simple. Surtout quand Ridley Scott ne la facilite clairement pas, à aucun moment. Tirant littéralement un trait sur ce qu'il avait initié via Prometheus sans finalement apporter les réponses que les gens lui reprochaient de ne pas avoir fournies. Et pour ici en plus tirer un trait définitif sur le point central de la saga, à savoir l'alien, réduit au rang d'accessoires décoratifs comme des dinosaures dans Jurassic World 3. Et tout ça pourquoi? Décider que non, tout n'est qu'une histoire de droïde. Bref, à mon sens, s'il y a bien une quelconque réhabilitation à laquelle ce film devra amener, c'est celle des coups de bâton. Parce qu'à ce rythme-là, réhabilitons aussi, je sais pas moi, Resident Evil, avec Milla Jovovich, accusé de mauvais goût autant que de ringardise. Réhabilitons Dragon Ball Evolution, acculé du statut de nanar doublé de navet. Réhabilitons le Hellboy avec David Harbour, petit ange ou démon parti trop tôt dans la conscience collective. Réhabilitons Star Wars 9 et bien d'autres encore. Enfin bref, quand je vois ça, je me dis que j'ai encore du pain sur la planche. Bon allez, après autant d'épuisement, je vais déjà aller me reposer et dormir au moins 1 mois. Je crois que je le mérite, avant de m'attaquer au prochain morceau à réhabiliter, en espérant faire de beaux rêves. Faut juste que je pense pas à Ridley Scott dans l'instant. Allez, bisous.